Moi, je ne crois que ce que je vois. Ah, t'es sûr? C'est pas plutôt... Je vois ce que je crois? Bonjour et bienvenue dans Croire, c'est voir, le podcast au sujet des croyances limitantes, remises en question par chacune des personnalités inspirantes interrogées. Étant donné que nos croyances sont le fruit de notre inconscient collectif et individuel, nous avons le pouvoir de les conscientiser afin de les transformer et donc de trouver notre voie. Notez le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez-le autour de vous afin de favoriser sa diffusion et de donner encore plus d'inspiration et d'aider le monde à profondément changer ses croyances. N'hésitez pas à me transmettre vos avis, vos remarques, vos questionnements sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai avec grande joie. Merci et bonne écoute. Mon invitée aujourd'hui est coach et sophrologue, amoureuse de la danse et adore transmettre ses savoirs. À la fois hypersensible, multipotentielle et visionnaire, elle nous emmène à la rencontre de ces univers, notamment grâce à ses livres, dont « Et si l'on faisait un pas de côté » aux éditions Le Duc, « J'arrête de trop cogiter » aux éditions Erol et « Mon petit coffret de sophrologie » aux éditions Tridaniel. Donc, nous allons accorder une importance particulière aux deux premiers livres qu'on a cités, donc dans lesquels de nombreuses croyances limitantes sont soulevées. Bonjour Gaëlle, merci d'être là. Bonjour Anaïs, mais quelle présentation, je suis déjà émue, je me dis, c'est vraiment moi que tu es en train de décrire. Je suis ravie d'être là, merci de ton invitation. Avec grande joie, grand soleil. Donc, alors justement, pour commencer cet épisode, je commence par remettre en question ma propre introduction, celle que je viens de faire, puisque de mon point de vue, les hypersensibles, en fait, sont plutôt des normaux sensibles dans une société d'hyposensibles. Et je suis convaincue que nous sommes tous multipotentiels. Encore faut-il pouvoir développer en fait ces potentialités, donc selon notre condition sociale, notre environnement, notre santé. Je suis très friande justement de la sociologie et du déterminisme social écrit par donc Pierre Bourdieu. Donc voilà, pour moi, on est tous multipotentiels, mais ça dépend aussi beaucoup de nos conditions de vie et des cartes qu'on a à jouer au départ. Alors justement, c'est une belle transition pour te demander, toi, Gaëlle, qu'est-ce qui, au cours de ton enfance et de ta vie d'adulte, a pu donc développer toutes ces potentialités que tu avais? Voilà, raconte-nous ton parcours. Ouais, alors il y a plein de choses déjà dans ce que tu dis sur lesquelles j'ai terriblement envie de rebondir. C'est vrai que on a certaines chances dans l'existence et en même temps, pour avoir vraiment côtoyé des personnes qui étaient dans des milieux sociaux très difficiles, je crois beaucoup en la résilience et je crois aussi que c'est une question de s'autoriser à. Tu as raison, multipotentiel, je suis complètement d'accord. Je ne vois que des gens multipotentiels autour de moi et ça m'étonne que l'on s'étonne de mes multicasquettes parfois où on me dit mais comment c'est possible? Il y a quelque chose d'un peu bizarre, étrange, peut-être elle fait pas tout à fait tout bien, tu vois. Donc, alors qu'en fait, non. Par contre, le travail de l'autorisation, mais on y reviendra, j'imagine, il me semble, en plus de cultiver ces talents, ces habiletés, se les autoriser, parfois, c'est une grosse partie du travail. Alors, qu'est-ce qui a pu favoriser ça? Je pense que je suis née dans une famille plutôt aimante. J'ai pas eu de grosses difficultés, quoique j'ai subi un divorce et en fait c'était à l'époque pas si courant, même si maintenant c'est beaucoup plus répandu, ce qui veut pas dire que c'est plus simple. Mais oui, j'ai des parents qui étaient plutôt à l'écoute. Et à l'écoute dans la limite de ce qu'ils pouvaient écouter, c'est toujours pareil, je leur jette pas du tout la pierre, mais bon, je pense que j'étais très très intuitive, une enfant intuitive, très très sensible et que j'ai aussi tu ça parce que c'était pas forcément favorisé, pas forcément, on savait pas trop quoi faire quoi avec cette petite fille qui pleure devant la fin du dessin animé Lucky Luke, tu vois. Je sais pas si tu vois, mais c'est au moment où le cow-boy part dans un coucher de soleil. Moi, bon, ça me mettait vraiment les larmes. Et bon, on se disait, attends, t'es un lion, parce que je suis signe astrologique lion. Un lion, ça pleure pas, quoi, tu vois. Donc, il y a eu à la fois des chances. J'avais une maman qui aime la danse, un papa qui aime la musique. Donc bon, il y avait quand même des choses qui étaient favorisées. Mais je pense que même eux se sont pas autorisés certaines choses. Je le vois vraiment avec le recul du haut de mes 42 ans. Voilà. Mais une famille où j'ai eu accès à l'instruction, accès aux livres, à l'imagination,
Donc évidemment, ça m'a aidée, quoi. Mais avec quand même des interdits de la danse, hein, puisque c'est l'histoire de ma passion contrariée qui est le point de départ de tout. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamine, je voulais être... Alors je dis danseuse, c'est souvent un raccourci, mais moi, je voulais être prof de danse. Je voulais transmettre la danse. La transmission, la pédagogie, ça a toujours été important pour moi. Mais bon, voilà, j'étais très bonne élève, bon, pas de problème à l'école particulier, donc quand c'est comme ça, on te balance pas dans une carrière artistique, quoi. C'est pas très original au final, il y a plein de gens qui vivent ce genre de choses et c'est mon histoire. Alors justement, on va revenir sur ce passage, hein, que tu décris très bien donc dans «Et si l'on faisait un pas de côté?» Donc, tu relates précisément que tes parents t'ont inculqué, voilà, certaines, croyances par rapport au métier de la danse, donc non sans bienveillance bien sûr, hein. Tes parents avaient évidemment de belles intentions pour toi, ce qui donc, t'a dirigé vers une autre voie après le lycée, mais ce qui a quand même généré des frustrations, hein, même si la danse finalement ne t'a jamais quitté, c'est ce que tu montres bien dans le livre. Donc là, selon toi, quelles sont les croyances donc qui t'ont bloqué dans l'accomplissement de ce rêve potentiel, par rapport à la danse? Alors les croyances, ceux qu'on m'a répondu ou ceux dont je me souviens, sur pareil, ce n'est que ma perception, c'est qu'en fait, je n'avais pas le corps d'une danseuse. C'est ça qui m'a été rétorqué. Moi, je suis quelqu'un d'assez cambré. Je suis pas quelqu'un de fort physiquement, mais je suis cambré. J'ai un physique qui est pas taillé pour la danse classique. Ça, c'est une certitude. Mais bon, il n'y a pas que la danse classique dans la vie. Mais c'était ce qu'on m'a dit. Et je pense que du coup, ça a engrammé chez moi des complexes terribles, en fait, parce que Mmh. j'ai pas le corps pour. Donc, bon, il y avait sans doute dans leur regard des inquiétudes, des inquiétudes sur la carrière artistique. On n'avait pas de gens autour de nous qui menaient des carrières professionnelles artistiques, mais c'est l'argument qui m'a été donné. Et du coup, ça a été très très dur parce que qu'est-ce que tu veux faire? T'as pas le corps d'une danseuse, donc ça veut dire quoi? Et tout le chemin, ça a été de me réconcilier. Je ne suis pas encore complètement réconciliée, hein, on est toujours en chemin, mais bon, j'ai bien avancé. Me réconcilier avec mon propre corps et m'autoriser à. Effectivement, je ne sais pas encore aujourd'hui ce que ça aurait donné si je m'étais lancée là-dedans. C'était pas mon chemin. C'est ça que je me plais à croire maintenant. Mais la danse est présente au quotidien. Là, tu vois, avant de prendre cette interview, je me réénergise en dansant. Avant des passions que je reçois, je danse. Enfin, c'est vraiment un truc qui me connecte directement et qui me donne énormément d'énergie. Donc, c'est là en fait. Super. Alors, est-ce que tu t'es justement dirigée vers, d'autres pratiques que la danse, classique? Je suppose que tu es allée vers d'autres types de danse alors? Oui, alors moi je faisais pas de danse classique de toute façon, je faisais de la danse israélienne, puisque j'étais dans une troupe de danse, de folklore israélien, on faisait aussi beaucoup de danse moderne. Voilà, parce que c'est une rencontre avec cet enseignant-là. Je ne suis pas de culture juive, mais j'ai une vraie appétence pour la culture israélienne. Et donc on a commencé comme ça, on a fait des tournées, on est allé en Israël, voilà. Et il y avait donc c'était une histoire familiale, hein. Le prof de danse c'était le papa, il y avait la prof de danse c'était la fille, elle nous a beaucoup initié à la danse moderne. Donc c'était vraiment là encore multi thèmes, multi couches de danse, sortes de danse. Et puis je me suis intéressée plus tard au flamenco. Ça m'a beaucoup plu Waouh! j'aime beaucoup le feu et à la fois l'eau, enfin tous ces éléments mélangés, la force et la grande fragilité qui coexistent dans cette danse. Donc les danses du monde, en fait, ça m'a beaucoup parlé. Mmh. La danse israélienne, parce que c'est vraiment la joie, les rondes, les auras, comme on dit, c'était déjà présent, quoi. Donc voilà, j'ai fait de la danse classique, mais franchement, c'était pas une réussite, effectivement. C'est beaucoup trop contraint pour moi. Alors justement, là, est-ce que la croyance de la danse, c'est pas un métier, tu l'as ressentie quand même? Écoute, je me suis, j'ai pas réfléchi à ça en fait. Quand on m'a dit, stop, en plus je donnais des cours dans l'école de danse, donc quelque part j'ai touché vraiment de près mon rêve parce que mon prof m'a dit à un moment donné: «Tu vas enseigner aux enfants». Donc là je me suis sentie vraiment complètement à ma place, tu vois? Il y a pas de doute. Mais bon, c'était au moment où je passais mon bac, après j'ai fait une classe prépa, donc là j'ai fermé la porte. J'ai vraiment enfoui, donc je me suis pas posé la question de: «Est-ce que c'est un métier?» Tralali tralalère quoi. Sauf que
bah, quand c'est ton essentiel, c'est compliqué à cacher. C'est revenu me chercher pendant mes années de doctorat, en fait, où j'étais à la Sorbonne. Donc, j'ai fait Hippocagne, Cagne, début de mes études à la Sorbonne. Et quand il fallait choisir un sujet en maîtrise, à l'époque, c'était une maîtrise, donc master, j'ai choisi de travailler sur les danseuses de la Belle Époque. Et après, j'ai choisi de Mmh. travailler sur les portraits littéraires de danseurs. Donc, là, j'ai clairement retouché la danse et j'ai tout arrêté, j'ai tout plaqué. Je pense qu'il a fallu vraiment un gros clash, un gros stop. C'est souvent comme ça dans mon existence, quand je veux cheminer vers qui je suis, j'ai dû faire des stops de manière assez radicale, assez tranchante, en disant je ne soutiendrai pas ma thèse parce que moi, je veux travailler avec les danseurs. Et là, j'ai tout plaqué. Je suis allée à Pôle emploi, enfin, voilà, à l'ANPE à l'époque, pour trouver un contrat, donc aider, tu vois, donc le contrat très mal payé, j'avais 26 ans, moins de 26 ans, c'était la seule condition que je remplissais. Donc j'ai pris un contrat aidé qui est normalement pour les personnes en insertion, tu vois, ce que j'étais pas du tout, mais pour intégrer une compagnie de danse. Et là, j'ai côtoyé des danseurs dont c'était le métier. Mmh. Donc, je me suis dit, mais c'est un métier. Et dans la Mmh. danse contemporaine, donc toutes sortes de physiques, toutes sortes de gens. Et là, je me suis dit, attends, ma croyance, elle tient pas debout en fait. C'est pas que ça, les danseurs. Il n'y a pas que des danseurs classiques. Bien Il y a sûr. plein d'autres danseurs. Donc, au départ, ça a été dur parce que je l'ai vécu sous forme de regret, tu vois, de me dire, de toute façon, c'est trop tard. Et puis ensuite, voilà, je me suis dit, non, non, c'est pas ta place, quoi. C'est pas là ta place, mais tu vas la trouver. Ça, c'est sûr. Alors justement, là, quelle nouvelle croyance, tu as pu faire face? Puisque, là, tu commences un nouveau métier effectivement qui n'est pas du tout à la hauteur donc, de tes attentes financières dans la mesure où tu as presque 6 ans d'études à ce moment, enfin je sais plus combien Ouais, d'années oui, d'études en j'avais déjà médecine. un bac plus 6, quoi. Ouais. Voilà. Donc, quelles sont les croyances auxquelles tu t'es confrontée et qui ont commencé à tracer ta route, en fait? Tu veux dire des croyances limitantes ou les nouvelles croyances alors? Les nouvelles croyances, Les croyances de nouvelles, soutien oui, parce que plutôt. là, c'est plutôt les nouvelles qui commencent. Voilà. Eh ben, en étant dans un milieu comme ça de créateurs, je me suis sentie, en famille, chez moi, parce que je parlais la même langue. C'était des gens qui consacraient leur vie à la création. Alors à l'époque, j'étais pas du tout sur le plateau, hein. Enfin, je le suis d'ailleurs pas vraiment en tant que danseuse. Je l'ai été un peu plus tard, mais c'est là encore pas mon métier aujourd'hui, même si la danse est présente partout. Donc je suis la personne de l'ombre, mais j'accompagne, j'accouche, je fais accoucher des artistes de leurs projets. Et donc je me dis, il y a des gens qui pensent comme moi en fait, c'est-à-dire que je me suis retrouvée en appartenance. Je pouvais parler de création, d'écriture, et là je me suis dit, mais en fait, ça c'est une vie possible. Alors oui, il y a un certain nombre de comment dirais-je, là, de croyances pour le coup limitantes. Enfin, c'est-à-dire que ce milieu artistique qui paraît étoile dans les yeux pour la majorité des gens, c'est un vrai sacerdoce par moment pour certains artistes. Tu n'as pas une vie sociale comme la plupart des gens parce que tu n'as pas d'horaire. Tu travailles les week-ends et tu dois être en forme voilà, quand tu es sur le plateau, quand tu donc, mais je me sentais bien, moi, là-dedans, dans des temps, et à refaire le monde, à construire des choses pour des idées nouvelles, tu vois. Alors, tu parlais d'avant-gardisme, ça, je me suis aperçue que récemment que c'était peut-être ça, en fait, c'est-à-dire d'avoir des idées avant que ça n'arrive, parce que c'est ça le propre de l'artiste. Donc, je me suis dit, c'est possible, on peut en vivre, il y a des gens qui existent, qui pensent comme moi. Donc, il y a eu tout un champ qui s'est ouvert, et ça c'était aussi l'arrivée à Paris. Moi, je viens d'une ville de province, alors j'ai pas du tout le côté Paris-province, tu vois, mais n'empêche qu'à Paris se passaient toutes sortes de choses. Déjà, il y avait des spectacles tout le temps, il y avait des gens qui se baladaient comme ils voulaient, tu vois, bien dans certains quartiers de Paris, je trouvais qu'il y avait une espèce de liberté, d'autorisation à être, et ça m'a vachement inspirée. Je me suis dit, waouh, ok, donc là, c'est changement de référentiel, quoi. Tu vois, tu passes du Cluedo au Uno, enfin, tu changes de règle du jeu, et là, t'es complètement paumé parce que tu sais pas comment faire au départ. Mais c'était grisant, Oui. c'était génial, c'était génial. La vie parisienne, effectivement, elle offre cette richesse, hein, culturelle, ce monde des possibles, hein, Oui. on l'appelle. C'est ça, quand même, Donc, c'était vraiment ça. Alors, pas l'Eldorado, hein, parce que je voyais très bien les limites quand même de la chose, mais côtoyer des gens, aller voir des tas de propositions de spectacles, avoir le temps et puis la possibilité d'y aller parce que je travaillais dans le secteur. Donc, voilà, tout ça, c'était assez aligné, quoi. Alors, aussi avec les côtés un peu plus sombres, hein, parce que c'est pas un milieu toujours facile. Il y a beaucoup d'ego, il y a des psychologies complexes, mais c'était un joyeux bazar, quoi. Et ça me plaisait bien. oui et justement, on va revenir sur cette notion de l'ego. Bon, moi, je suis persuadée on peut pas supprimer son ego. En fait, si au plus on veut supprimer son ego et au plus on est dans l'ego.
ou dans le nouvel ego, ce qu'on appelle l'ego spirituel. Donc, je pense que chaque milieu, de toute façon, on rencontre forcément des égos qui Et on n'a peuvent pas être dans intérêt une à le faire notion. supprimer, hein, parce que quand même, on a besoin d'exister. Après, c'est une question Exactement. d'harmonie et d'équilibre, hein. Exactement, tout à fait. Bah, c'est, toujours cette, très belle phrase qui dit, «L'ego est un très mauvais maître, un excellent serviteur». Mm. Donc il est là pour nous servir, mais pas pour nous diriger. Et Complètement. je trouve que cette, subtilité est très importante, à comprendre. Mais on va revenir là-dessus. Dis-moi Gaëlle, comment donc, après ce parcours, donc qui commence finalement plutôt dans la danse, comment la sophrologie est arrivée sur ton chemin? Alors c'est la suite, c'est-à-dire que donc je commence à mener cette carrière, dans l'ombre, donc plutôt dans la prod, dans la dish, mais qui est essentielle, hein, aux carrières artistiques et puis parallèlement à ça, je suis contactée par la Fédération française de danse qui me dit: «Mais avec tes études littéraires, ta passion de la danse, est-ce que ça te dirait pas de devenir pigiste dans notre magazine?» Waouh, super! Alors là, je commence à interviewer des tas de gens dont je rêvais quand j'étais gamine, tu vois? Pietra Gala, Patrick Dupont, moi, c'était vraiment des gens qui me faisaient rêver. Là, je me retrouve en face à face avec ces gens-là en tant que journaliste et puis je me fais repérer par une radio locale qui me dit: «On aimerait vous donner un direct quoi, à la radio», une émission que j'ai fait pendant 10 ans. Et alors en fait, ça se rejoint. C'est-à-dire que quand j'accompagnais les artistes, j'étais beaucoup en tournée, beaucoup confrontée à leurs angoisses, et je me disais: «Bon, je fais avec qui je suis, mais j'aimerais bien avoir un truc». Il y avait cette recherche du truc. Et parallèlement, il y avait ce direct à la radio qui arrivait. Moi, j'étais quand même un peu stressée de faire ce direct à la radio. Donc, je suis allée voir une sophrologue pour m'aider à prendre le direct, tout ça, faire les petits gestes, les respirations. Et là, je me suis dit, mais le truc, en fait, c'est la sophrologie. Donc, au départ, je me dis, je vais me former, mais je ne serai surtout pas sophrologue. La nana a écrit des bouquins après, enfin bon, c'est rigolo quand même. Donc quand le prof nous dit, donc c'était le docteur Chenet à l'époque qui dirigeait mon école, qui est décédé maintenant malheureusement, mais il nous demande qui ne veut pas être sophrologue ici. Moi je lève la main, pleine balle, tu vois. Alors que maintenant avec le recul, je crois qu'on est deux à vraiment exercer dans la promo. Mais pour moi, Ah il est oui! question de me former pour accompagner les danseurs. Mmh. Et puis je fais le trajet. Je vis aussi des choses personnellement, un deuil assez violent, la découverte du bouddhisme tibétain. Enfin, il y a plein de trucs qui se passent en 2011 notamment, l'année où je passe mon certificat de sophrologue. Et en fait, je me dis, mais pourquoi me limiter? Parce que je découvre toute la puissance de cette discipline, Mmh. toute sa profondeur qui est encore aujourd'hui, je trouve, trop peu connue, enfin, trop survolée, Oui. alors il y a une, moi, j'aime aussi cette idée dans la sophrologie qui est certes positive, agréable, mais pas que, quoi. C'est vraiment de faire face au dragon, d'aller voir ses ombres. Moi, ça commence à me passionner. Ça, je me dis, mais c'est génial et c'est accessible. Et bon, bref, je commence vraiment à sentir que ça me plaît. Et donc, je me dis, ben, je vais m'installer en tant que sophrologue et j'accompagnerai en priorité des artistes parce que c'est ce que je connais, mais pas que. Et puis, je me forme aussi en complément parce que je trouve que ça a ses limites au coaching. Donc là, je rembraye sur une certification universitaire. Hein, on ne se refait pas totalement, mais pour avoir cette double casquette, double certification, à la fois faire parler aussi. Et puis, je retrouve les amours pour Socrate, pour le dialogue socratique, pour la maïeutique, l'accouchement des idées qui me plaît, quoi. Donc voilà, et je m'installe en tant que sophrologue coach spécialisée dans l'accompagnement d'artistes, mais pas que. C'est comme ça que ça vient, c'est fou, hein. Et elle me réconcilie à mon Ouais. corps aussi, hein. Il y a une expérience très profonde pour moi, c'est-à-dire je m'aperçois qu'en visualisation, tout est possible, que mes rêves sont là, que ça toque encore à la porte et que en fait mon corps il a besoin de danser, quoi. Que c'est très très puissant ce qui se passe avec la sophro et ça j'ai envie de l'offrir au monde, quoi. Ah, c'est beau, c'est Mm. vraiment beau. C'est le pouvoir de la respiration, hein, le pouvoir de notre souffle, hein. Ouais, c'est On ça, et peut c'est on des peut tas de aller choses à loin. la fois. Il y a Mmh. tout, quoi. Il y a que le corps sait. Le corps ne ment jamais. Et donc voilà, Exactement. c'est pour ça qu'après il y a l'intuition, tout ça plus tard, hein. Mais c'est un chemin, c'est des découvertes. Mmh. Et puis bah, là, je me dis non, c'est tellement. Donc je me lance, quoi. Et ben voilà, comme je viens d'un milieu où en fait il n'y a pas trop de sécurité, c'est pas un grand saut pour moi que de devenir entrepreneuse, quoi. J'ai été intermittente pendant des années, donc je crois que ça facilite aussi le côté de bon, la sécurité, de toute façon, je connais pas, donc go, quoi. Oui. Mais tu as dû investir quand même au début pour, monter ton entreprise de Non, non, sophrologie? j'avais rien du tout, moi, pas du tout. J'ai pas connu j'avais ni des aides Pôle Emploi ou rien. Je me suis et en fait, tu vois, ça c'est intéressant que tu soulèves cette question parce qu'elle m'occupe beaucoup. Il y a le j'ai plus rien à perdre.
Et en fait, c'est cette énergie de façon, j'ai rien à perdre, la go, quoi. Enfin, qu'est-ce qui peut se passer? Au pire, tu vas renouer avec quelque chose qui est essentiel pour toi. Et je me sens créative, donc je n'ai pas peur. Je me dis, ça va le faire, quoi. Donc non, j'investis pas, même pas sur moi. Mais tes premiers clients, tu es allé les chercher grâce à ton réseau, j'imagine. Ça a bien commencé quelque part. Écoute, je m'installe au début à Paris, dans le 6e, dans un cabinet pluridisciplinaire. Donc ça, je pense que ça facilite aussi. Tu vois, on est dans plein 6e, il y a de la demande. Et puis, j'ai ma spécialisation, ma spécificité avec les artistes. Et au départ, quand j'intègre d'ailleurs la formation de coach, on est vraiment passé à la moulinette. Dans la formation de coach, t'es face à un entretien avec 5 coachs et qui me disent mais comment voulez-vous vivre de ça? Ils font exprès d'ailleurs du coaching d'artistes, et là je défends le bout de gras, quoi. Je dis mais moi je sais qu'ils ont besoin de ça, je suis confiante, et là je savais, si tu veux, il y avait déjà la demande qui était latente. Moi je l'ai entendue, je crois, parce que je connaissais bien ce secteur, et ensuite ça s'est développé, le coaching for artists. À l'époque, coaching de danseurs, c'était pas, on voulait pas trop les danseurs. Mais bon, après, ils se disent, on la connaît, c'est Gaëlle, elle ne ferait pas des choses contre nous. Donc voilà, je pense que c'est la continuité du chemin. Il n'y a pas une vraie cassure. C'est pour ça que j'aime pas dire reconversion. Non, pour moi, c'est la suite, quoi. Et donc, bah oui, certains danseurs, les compagnies avec lesquelles je travaille, certaines acceptent, me disent, bah écoute, nous, on a avant tout envie de bosser avec toi. Donc, on te prend avec toutes tes casquettes. Finalement, pour nous, c'est tout bénef, quoi. Donc, tu vois, ce côté multi-outils m'a énormément servi. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais dit je suis que ça ou que ça. Je ne sais pas pitcher sur une de mes casquettes seulement, parce que ça n'a pas de sens pour moi. Bien sûr. Non, l'être humain est complexe et on est plus que nos projets. Bien sûr, heureusement. Après, c'est des phases de vie où on se concentre quand même sur un élément. On n'a pas le choix de forcément à un moment donné de se concentrer, mais au cours d'une vie, on peut se concentrer sur plusieurs éléments, ça c'est sûr. Oui, puis les postures, tu vois, j'anime une émission sur ABC Talk depuis 1 an. Pour moi, c'est Gaëlle la sophrologue, c'est Gaëlle la danseuse, c'est tout ça, parce que je pense que quand tu incarnes puissamment ça, tu peux pas te dire à quel moment tu es ceci ou cela. Je suis dans une discipline psychocorporelle, donc mon corps transpire la sophrologie en permanence, en fait. Enfin, et c'est vrai que c'est pas simple dans une société qui nous demande tout le temps de nous définir, de nous spécialiser, d'être spécialiste. C'est vrai que construire une notoriété sur un domaine, alors que voilà, on est censé se spécialiser, mais que nous, on a envie de plein de choses à côté, ça peut être très challengeant, et c'est justement à nous d'ouvrir peut-être la perception de nos interlocuteurs. Enfin, en tout cas, ça fait écho vraiment à ce que tu dis par rapport à moi, parce que moi, j'ai vraiment plein de projets en même temps. Mais J'ai à tu as la fois un tellement projet raison. associatif, un Ouais. podcast, je suis aussi prof, je suis aussi tutrice dans une business school, enfin, je fais vraiment beaucoup de choses. Et c'est vrai que parfois, les gens sont un peu perdus dans ce que je fais quand je présente notamment mon business plan pour le projet associatif. Ils me disent, mais attends, là, t'es prof et du coup, en même temps, tu veux lever des fonds pour ton asso. Je dis bah oui, mais parce qu'il faut bien aussi que je vive, et parce que moi j'aime aussi transmettre, et c'est difficile pour moi de me restreindre. J'ai pas envie juste de faire une seule chose. Alors après, peut-être l'idée c'est enfin là où il faut mettre là haut là, c'est notre énergie. Faire attention, prendre soin de notre énergie et ne pas se mettre en situation de burn-out tout seul à cause de notre appétit. Il faut pouvoir canaliser. Et en même temps, tu vois, alors moi, c'est vraiment très récent ça, parce que j'ai complètement, ce que tu dis, ça résonne vraiment, où on me disait, mais qu'est-ce qu'elle fait, et en même temps, elle est journaliste. Et puis alors après, c'est rajouté, elle est autrice, tu vois. Donc bon, je rajoutais des casquettes, tu vois. Mais en fait, le regard des autres, le jugement des autres sur mes casquettes, c'est leur problème. Vraiment. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun souci, je ne vois pas je ne vois pas la frontière entre toutes mes casquettes. C'est l'extérieur qui a plus de mal. Et en fait, depuis que j'ai lâché ça et que je me dis, eh bien, je suis tout ça, et je vais m'autoriser en conférence à chanter si j'ai envie, à danser si j'ai envie. Je vais m'autoriser à animer une émission de radio, à arriver en pin-up, parce que j'ai un personnage aussi qui est moi, mais de pin-up années 50, tu vois, avec les gros jupons, parce que j'aime cette énergie-là. Et ben, en fait, je crois que plus je suis là-dedans, à me dire, ça c'est moi, et en fait, ça ne souffrira aucune compromission. Mais je te dis ça, c'est hyper dur. C'est hyper dur. J'y travaille vraiment à m'accepter tout le temps, tout le temps. Et bien, je crois que c'est ça qui, en face, dit, mais en fait, si elle le fait,
pourquoi pas nous? Et je me suis rendu compte de la puissance que ça pouvait avoir au niveau de l'inspiration, qu'il n'y avait pas besoin que je joue un rôle, en fait. J'ai juste besoin d'être comme ça, et ça va forcément faire écho chez les gens parce que eux aussi sont multi. Et, euh, et là, j'ai plus de frontières. Et si on veut me caser dans un truc, bah, qu'on me case dans un truc, c'est pas grave, tu vois, mais je vois pas ça comme un frein. Et pour le moment, tu vois, j'ai un vieux, alors ça, c'est une croyance peut-être, pour l'instant, elle n'est pas limitante, mais je me suis toujours dit, pas les œufs dans le même panier. Je le disais déjà quand j'étais intermittente, parce que j'avais plusieurs employeurs, parce que s'il y en a un qui lâche, faut quand même pas que tout le reste lâche. Jusqu'à présent, et le jour où ça se vérifiera plus, ben, je changerai ma croyance, mais ça ne m'a jamais porté préjudice. Parce que tout sert tout. Et je crois que maintenant, avec les livres, et plus je m'assume, en fait, quand je vois que ça fonctionne pas, je me dis, Gaëlle, réaligne-toi, c'est toi le problème. Enfin, c'est toi qui portes ça, donc tu te réalignes et puis tu verras que ça va aller mieux autour. Depuis que j'assume pleinement ça devient plus une richesse pour les personnes avec qui je travaille qui se disent, ben, elle va pouvoir créer, en fait. La créativité, c'est une denrée qui est très demandée. Enfin, voilà, donc je ne crois pas qu'il faut se limiter, justement. Mais comme tu dis, prendre soin de son énergie, ça, c'est évident. C'est-à-dire tous les projets, de plus en plus, si je sens pas un projet, j'ai appris à dire non. Ça va être très, très dur aussi, hein, de dire non. Bien Surtout quand sûr. tu as un peu Ouais, ouais. ric-rac, tu sais, à moi, tu te dis, j'ai bien besoin, mais tu dis non. Mais vraiment, ça, c'est important Mmh. Oui, d'avoir après, des il y a limites. aussi enfin, moi, je le voyais comme le fait de se prendre à son propre jeu, c'est-à-dire on a tellement envie qu'on s'épuise. Oui, Et c'est quelque chose il faut être vigilant parce qu'on s'en rend pas tout de suite compte. On s'en rend pas compte, en fait, quand on est pris dans la machine et qu'on s'épuise. On se dit que c'est notre fonctionnement et que c'est normal et que de toute façon notre to-do list, elle est énorme et puis on continue et on se dit que c'est comme ça qu'on est heureux, mais en fait, on se rend pas compte qu'on s'épuise. Donc il faut vraiment être vigilant et avoir cette conscience de soi-même. Comme tu disais tout à l'heure, le corps parle. Et d'être très attentif aux petits symptômes. ouais, Ah, une grosse grippe qui vient d'arriver. Ah, tiens, j'ai une ouais. sciatique. Ah, tiens, Et en même temps, je si me tu fais as une ça, entorse. mais ouais, mais si tu as ça, tu Mmh. vois, alors ça, c'est super, hein, c'est un questionnement ouvert, hein, j'ouvre avec toi, mais si tu t'épuises, c'est que c'est pas le bon endroit. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que ce qui énergise, la joie, etc., c'est inépuisable. Vraiment. Enfin, et puis, tu vois, dans l'émission, je reçois des gens. euh, j'ai beaucoup d'admiration, je me sens vraiment inspirée par ces gens-là, des gens qui vibrent cette joie-là, et j'ai l'impression que c'est sans limite, quoi. Qu'ils ont tellement Mmh. touché quelque chose. Donc, et ouais, j'ai pas l'impression que, en étant vraiment à sa place, on s'épuise. On est à sa place, mais peut-être c'est pas les bons collaborateurs, peut-être c'est Voilà, pas, c'est la que bonne manière, l'énergie bonne déborde et que tu stratégie, reçois pas. Voilà, tu vois, c'est c'est l'équilibre ça. de ça. Mais je pense que quand c'est aligné, tu sais, hein, ça c'est comme vraiment les artistes m'ont appris ça, ils se dépassent, comme les sportifs. Alors des fois à mauvais escient, mais il y a une force, une énergie qui est telle qui soulève des montagnes, quoi. Et ça, je sais pas, tu connais Ama, cette personne qui embrasse les gens, qui les prend dans les bras. Oui, Enfin, moi, je suis allée la voir une fois, je suis restée, mais ébahie, subjuguée par cette femme qui ne se lève jamais, qui enchaîne je sais pas combien de milliers d'embrassades avec toujours la même joie. Je me dis, il y a un truc, c'est pas possible. Donc, tu vois, je pense aussi que ça remplit bien le réservoir, ça. bien sûr. Non, un projet qui nous porte, peut nous énergiser, évidemment. Après, c'est Mm. peut-être pas que forcément si ça nous épuise, c'est peut-être pas les bons collaborateurs, peut-être pas la bonne stratégie, peut-être pas la bonne manière de penser. Ouais, Notamment les hypersensibles, ont tendance à ruminer. Tiens, d'ailleurs, ça nous fait une belle transition, mais même quand on est amoureux de nos projets, on peut vraiment, tomber dans la rumination et les pensées un peu toxiques, très dures envers soi-même, qui nous épuisent. Alors donc c'est plus le projet, mais notre manière de penser. Donc d'ailleurs, justement, page 15, tu nous dis, hein, tout ce qui pousse à ces ruminations. Tu l'expliques très, très bien, dans ces pages du livre. Notamment quand tu dis que, on a un facteur culturel qui est notamment le manque de valeur et le fait de recevoir énormément d'informations, d'injonctions extérieures, parfois contradictoires, sur ce qui peut nous conduire sur le chemin du bonheur. Et ça, c'est très pertinent parce que on a beaucoup effectivement d'informations contraires et donc beaucoup de croyances, même aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ah ouais, ouais. c'est un nid de croyances contradictoires. Donc là, il faut savoir prendre du recul, mais il ne faut pas se censurer. Il faut pouvoir
parcourir la vie avec légèreté, mais quand même s'autoriser à s'écrouler sous le poids de rumination, si jamais ça va pas. Entre les communautés de développement personnel, des psychologues, des communautés spirituelles, on a plein de discours différents. Voilà, il faut à la fois, effectivement, pas rendre son ego un maître, mais plutôt un serviteur. Mais elle est où donc la balance entre je censure, j'accueille mes émotions, j'ai le droit de me lamenter un peu, mais quand même pas trop parce que, oula, ça Mmh. va dans tous les sens. Et pour quelqu'un qui est hypersensible, ça veut dire que la personne, elle prend toujours l'information très à cœur. Heu, Comment faire le tri? Ouais, alors en plus, tu l'as dit toi-même, c'est les «il faut» le problème. Il faut, c'est une injonction. Donc en fait, sous couvert de développement personnel et d'accueil, on se rebourre d'injonctions. Donc ça va pas. C'est faire le tri, et ben c'est peut-être aussi fermer les canaux d'information parfois. Juste ça. Tu vois, parce qu'en fait, il y a, et j'aime bien aussi revenir toujours à qu'est-ce qui dépend de nous là-dedans. Tu pourras jamais empêcher le flot d'informations de s'écouler. Mais ce qui dépend de toi, c'est jusqu'où tu autorises que ça rentre, en fait. Ça, protégez-vous un maximum, parce que effectivement, ne rajoutez pas de l'info à l'info qui est déjà en train de tourner dans votre tête. Sinon, là, c'est vraiment un truc que je dis aux personnes que j'accompagne en ce moment, notamment avec les infos en continu, qui créent, tu vois, quelque chose un peu addictif aussi. La peur, c'est addictif. La joie, c'est bien, mais tu vois, il n'y a pas d'information qui diffuse de la joie, ou en tout cas, il nous faut 3 informations joyeuses pour en contrecarrer, je sais pas moi, tu vois, une mauvaise, quoi. Donc, nous avons un prisme, un biais cognitif de négativité en tant qu'être humain. On voit plutôt ce qui va pas que ce qui va bien. Ça, c'est tout le monde pareil, hein. Après, des proportions, certes, un peu différentes, mais de base, on est comme ça. Donc, ça nécessite un petit travail. Donc, si on vous vend une méthode toute faite qui conduit directement vers ci, vers ça, arrêtez tout de suite parce que ça demande un effort. Voilà, ça c'est le côté pas très glamour de la pratique. Mais donc, c'est possible de fermer les canaux d'information, de trier, de voir que ce ne sont que des pensées. Ça, la méditation peut nous l'apprendre, par exemple. Il y a plein d'autres techniques super aussi. Mais ça nécessite qu'on se fasse un pas de côté. C'est pour ça que j'adore cette expression. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le faire, parce que tu ne pourras pas empêcher le monde, l'information de circuler. Ou alors, c'est comme vider la plage, tu vois, grain de sable par grain de sable, bon courage, quoi. Mais juste se dire, qu'est-ce qui dépend de moi là-dedans? Et le qu'est-ce qui dépend de moi, pour moi, c'est rendre la clé de la liberté. Donc, quand on se pose cette question-là, on devient acteur, on devient plus victime de ça. Et moi, ça a été une énorme ouverture où je me suis dit, mais alors, tout est possible. Mais ça demande de prendre ses responsabilités. Et ça, peut-être ça demande un certain courage. Ça demande du Effectivement. courage et oui, notamment, puisqu'on sait très bien, là, on va surtout parler du scroll, hein, le scroll, sur les réseaux sociaux, Mm. qui est, je pense, la chose la plus addictive, après la cocaïne peut-être aujourd'hui. Donc ce scroll qui a été étudié, hein, par, leurs créateurs pour voir quel était le geste le plus intuitif et le plus facile pour, inciter, l'utilisateur donc à emmagasiner plusieurs informations, à aller liker, repartager et cetera. Et je crois que le créateur justement de ce mécanisme l'avait bien dit, je n'avais pas conscience que je créais le diable. Il a même employé Mm. ce mot-là. Parce qu'en fait, ils ont fait des tests sur des bébés, donc ça veut dire d'un très jeune âge. Et effectivement, là, ça demande beaucoup de courage parce qu'on est dans une addiction. Donc, toute addiction demande énormément de prise de recul et de conscience de soi, et je dirais même de sang-froid, pour l'arrêter. Et c'est vrai que dans cette course folle à l'information, qui est une addiction, hein, clairement. D'ailleurs, Stéphane Boller en parle très très bien dans son livre Le bug humain. L'accès à l'information, c'est un des facteurs qui nous permet de déclencher de la dopamine. Donc, c'est une addiction. Et, et là, c'est vrai que peut y avoir la méditation, la sophrologie. Je pense que la respiration peut beaucoup aider, mais comme tu dis, fermer ses canaux, c'est-à-dire c'est avoir conscience qu'on est en train de scroller. Et je pense que ça, c'est la partie la plus difficile dans nos modes de consommation Ouais. de l'information. Oui, et en même temps, j'ai envie de rassurer les gens qui nous écoutent que c'est pas forcément difficile. Tu vois, parce qu'effectivement, l'addiction, si on prend addiction, ce mot va faire très peur, et je pense que plus ça semble l'Everest, moins aussi. Mais déjà, si 3 minutes par jour, vous coupez vos réseaux, pour commencer.
Peut-être après de monter le temps, un petit peu plus, pour voir ce que ça fait. En fait, ce qui compte, c'est vraiment, tu sais, comme s'il y avait un engrenage qui tournait, ça c'est nos conditionnements habituels. Et un jour, on dit, je vais mettre un caillou. Stop. C'est ça qui compte, c'est le stop. Après que vous le fassiez, tu vois, c'est aussi comme les compulsions alimentaires. Moi, ça, j'ai énormément de personnes qui viennent me voir pour ça en ce moment. Depuis le confinement, je sais pas, j'ai l'impression en tout cas que ça s'est développé. Enfin, c'est de la vue de mon cabinet que je perçois comme ça. C'est vraiment, qu'est-ce qui se passe entre le moment où, ah là là, j'ai envie d'aller manger, et le moment où je vais assouvir ce besoin, enfin, qui n'est pas vraiment besoin de manger bien souvent, mais voilà, cette simili-besoin-là. C'est le stop. Le stop, il vous permet l'observation. J'observe comment je fonctionne. Quand j'observe comment je fonctionne, je peux proposer autre chose. Et déjà de dire stop ou de couper pendant 3 minutes, c'est proposer autre chose à l'engrenage d'ordinaire. Et c'est énorme. Après, c'est le premier pas, quoi. Pas après pas. Et c'est comme ça qu'on désamorce un conditionnement. Parce que si on commence à vouloir arrêter tout, c'est comme sevrer, voilà, c'est le sevrage de l'addiction, le sevrage de la drogue. Bah oui, c'est souvent comme ça qu'on passe, mais on, même si on peut le comparer, on n'est pas dans une consommation d'héroïne. Voilà, même si en termes de physique, de production de dopamine, etc., c'est sans doute le même mécanisme. Mais déjà, dites-vous comment je fais d'habitude. Ce qui dépend de moi, c'est que vu que j'ai fait, si je continue à faire comme ça et que je fais plus de la même chose, il n'y a pas de raison que ça change. Mais vous êtes bien une part. Vous êtes bien une part de cette histoire. C'est pas votre portable qui vient vous voir, c'est vous qui prenez le portable. Donc, déjà, prenez votre responsabilité et voyez comment vous pouvez faire autrement. Un tout petit truc différent, même un mini, 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 mini. Ce qui est Oui, accessible. c'est la méthode des petits pas. Mais Mmh. oui, bien sûr, parce que si on vous montre la montagne, vous n'allez pas y aller comme ça. Si on vous dit, tiens, il y a un chemin qui tourne tout autour, tu vas voir, ça va être beaucoup plus sympa, vous allez y aller. Donc non, le premier pas compte et ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que vous allez vous expérimenter autrement. Et là, on revient encore à l'expérience. Vivre une autre expérience, c'est ça qui permet le changement. Sinon, il n'y a pas de changement. Dans notre tête, on ne peut pas dire, allez, il faut, je sais, il faut. La plupart des gens savent que c'est pas OK de scroller. Ils sont pas, Bien voilà. sûr. Mais comment on fait dans l'expérience? Ouais. Plus dur. En fait, c'est d'avoir les outils et ce que j'aime bien là, c'est que tu viens justement de transmettre une croyance de soutien à nos auditeurs, que c'est facile Ça d'arrêter s'apprend. Ouais. cette course folle à l'information. Voilà. Et c'est vrai qu'on a tendance à juger un peu que tout est difficile, ça c'est difficile, ça c'est difficile et donc c'est facile comme ça, on se déresponsabilise et puis, on arrête, enfin on ne fait même pas effectivement le moindre effort, pour faire cesser cette course. Donc très heureuse, Gaëlle, que tu puisses, voilà, nous transmettre cette belle croyance de soutien. C'est Écoute, facile merveilleux, de ouais. mettre un terme à nos Voilà. addictions. Et cela peut être facile, oui, en tout cas, pas après pas, quoi. C'est-à-dire, de voir si on se concentre vraiment sur le pas qu'on est en train de faire, on avance, alors que si on se concentre sur l'objectif, on peut se tétaniser, quoi, et du coup se figer et ne pas avancer. Donc ce qui compte, c'est Tout à fait, d'avancer, même lentement. Mmh. tout à fait. Alors aussi, j'ai beaucoup aimé le fait que tu remettes en question donc cette société du «tout nous est dû» qui nous pousse donc, à une mauvaise gestion de la frustration qui emmène donc des ruminations. Hem, donc le «tout nous est dû», c'est la tendance actuelle de notre société qui rend faible notre tolérance à l'insatisfaction, à la frustration, puisque nous partons du principe que nous méritons d'être heureux, riches, socialement estimés, bref, de tout avoir. Alors moi, la première pensée qui m'est venue, c'est, je dirais quand même qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne s'autorisent pas précisément à être heureux, riches, socialement estimés, justement à cause de croyances limitantes, dont celle bien imprégnée dans l'inconscient collectif qui dit: «On ne peut pas tout avoir». En fait, je pense peut-être que là, il y a une différence entre se dire: «J'ai le droit à» et «tout m'est dû», qui est peut-être plus un comportement d'enfant gâté, selon moi, ou alors est-ce que tu fais référence peut-être à une société de confort qui mène, à ces croyances-là? Heu, Ouais, c'est très bien tu soulignes cette nuance parce que pour moi, elle est très, très importante. C'est-à-dire effectivement, parfois, on se ferme la porte tout seul, on ne s'autorise pas à, ce qui est encore une autre, un autre sujet, mais qui est très, très important, notamment l'accès à la richesse, l'accès à l'abondance. Alors bon, voilà, on met les mots qu'on veut, mais voilà, c'est important de voir aussi nos freins, ses limites, parce que nous sommes à la fois la serrure, la clé et le verrou, tu vois. Parfois, c'est nous qui entretenons ce truc-là. Le tout nous est dû, c'est vraiment que comme on est bombardé alors il faut la grosse bagnole, la super maison, les enfants, les beaux enfants, puis si possible un garçon, une fille, comme ça le choix du roi, tu vois, j'entends des trucs terrifiants. Euh,
on n'est pas habitué en fait à vivre les sensations moins agréables de la frustration, de l'attente, de la patience, du c'est pas possible, c'est pas pour moi, parce qu'il y a quand même des choses, voilà, que c'est pas possible, et c'est ok. Et là, pour moi, ça vient chercher plus largement notre relation au désagréable. Pour un être humain, il est très compliqué de se laisser traverser par ce qui est désagréable. Quand c'est désagréable, donc la frustration par exemple, c'est pas très agréable de se sentir frustré, de se sentir appauvri, de se sentir... Qu'est-ce qu'on fait? On se fige, le lapin dans les phares de la bagnole, tu vois, on ne bouge plus, ou alors on fait autre chose, on fuit. Rares sont les personnes, enfin en tout cas c'est rare qu'on vous allez, bienvenue frustration, assieds-toi, montre-moi comment tu es, je vais aller voir, je vais aller fouiller à quoi tu ressembles. Or, le désagréable, et ça pour moi c'est très très important, et s'il y avait un message à retenir sur la sophrologie, c'est ça pour moi, ça travaille aussi le désagréable, puisqu'on accueille tous les phénomènes. Notre expérience est à minima 50% désagréable quand même. Pas tout le temps agréable la vie, il y a des trucs, on se prend des grosses vagues dans la tête, des trucs hyper durs à traverser, et ça fait partie de notre expérience. Si tu dis non, surtout pas, je veux pas, la vague, tu vas la prendre en pleine gueule. Si tu dis, ok, bienvenue, déjà, il y a quelque chose qui peut se travailler. Donc, le tout nous est dû, c'est il y a zéro imperfection, quoi. C'est tout de suite, c'est pas d'attente, c'est pas de... Pour moi, c'est la notion du désagréable. On n'est pas habitué à ça parce que c'est pas très vendeur. Mais en même temps, c'est vraiment le sens de la plus grande des transformations. Une fois que tu es OK d'aller voir un peu le côté un peu ugly de la chose, le côté, toutes tes facettes que tu n'as pas envie d'aller voir ou les ressentis que tu fuis, c'est là que ça commence à être intéressant quand même, le développement personnel. Moi, je trouve. Oui, bien sûr, et ça rejoint un peu notre instinct de survie quand il est face à une situation désagréable, c'est combat ou fuite. Oui. Effectivement, on cherche plutôt à fuir la situation souvent ou à trouver des solutions. Et c'est là que j'aime bien aussi quand tu parles de besoins compulsifs de palliatifs, c'est ça en fait, c'est qu'on veut tout de suite trouver une solution à la situation pour éviter le désagréable et être tout de suite beaucoup mieux. Alors qu'en fait, peut-être qu'il y a un message et qu'effectivement, une fois que la vague sera passée, ça ira beaucoup mieux dans le même contexte. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout de suite changer de contexte, tout de suite trouver une autre solution qui nous fait fuir. Et Oui, et quand tu dis instinct de survie, excuse-moi, ça me fait vraiment... Parce que c'est ça, notre cerveau interprète, c'est dangereux. Or, c'est désagréable. C'est pas du tout pareil, Mais vraiment, quand ça vient nous chercher le désagréable, on se dit, merde, il faut que je me casse parce que là, c'est dangereux. Au secours, fuyons. Si tu aides les personnes en séance, moi je fais beaucoup ça maintenant, et c'est à traverser, à faire l'expérience que c'est désagréable, mais ce n'est pas dangereux puisque nous avons survécu à la séance. Tu engrammes dans le corps cette connaissance profonde de c'est désagréable, mais c'est pas dangereux. Si tu ne fais que te le dire, ça ne marche pas. On peut pas. C'est le réflexe de survie, comme tu dis, l'instinct de survie, réfléchis pas. C'est go, danger, go, go, go. Et heureusement, heureusement que si ta maison brûle, tu cours. Voilà, donc on va pas enlever ce stress-là. Mais par contre, est-ce que c'est nécessaire de courir quand le train commence à s'arrêter et que tu te dis bonjour, je vais mourir, tu vois? Non, là c'est démesuré. Donc c'est toute une interprétation, et ça, il y a vraiment que l'expérience qui peut le changer. Tout à fait. Et c'est pas très vendeur. Alors oui, c'est sûr, allons traverser nos désagréables. Mais il y a une personne qui est venue dans mon émission, Mina Goll, qui dit, pour moi, c'est pas du développement personnel, c'est du dépouillement personnel. J'ai adoré cette notion d'enlever des couches, tu vois, et puis d'observer, qui on est, tel que l'on est, toutes nos parts, et de pas chercher à rajouter des outils pour des outils, tu vois. Finalement, tout est simple. Oui, c'est les fameuses couches de l'oignon. Oui, C'est ça, je suis exactement. D'accord. Alors justement, tu parles de l'inférence arbitraire également, qui je trouve qui rejoint aussi notre instinct de survie pour trouver des solutions. Voilà, l'inférence arbitraire. Donc c'est le fait de tirer des conclusions hâtives et négatives. Alors ça, qu'est-ce que c'est enquiquinant pour nos croyances limitantes. Le fait de tirer des conclusions hâtives et négatives non fondées sur une situation en l'absence de preuves. Ça, on le fait tout le temps. Ou la généralisation, c'est toujours pareil. Ça, je l'ai beaucoup aussi en séance.
et c'est tous les mêmes, tout le monde est contre moi, ça se passe toujours comme ça. Attention, les généralités sur l'existence, c'est pas toujours très, justement, pas toujours très pertinent. Mais d'en prendre conscience, ça me semblait important d'expliquer ces modèles, de les expliciter pour que les personnes, les lecteurs puissent se les approprier, que ça a un nom, que ça, voilà. Bah, c'est comme quand on visite un pays, on découvre, on part en voyage, puis l'expérience ne se passe pas de manière très positive, c'est-à-dire que voilà, ça remplit pas les attentes qu'on avait d'émerveillement, etc. Puisqu'on a vécu des expériences qui ne nous ont pas permis de nous émerveiller. Ça peut arriver hein, qu'un voyage se passe mal, pas comme on le souhaitait, etc. Et souvent, on va dire, j'aime pas le nom du pays. À la fin, voilà, conclusion hâtive. Donc, je sais pas, moi, je suis partie au Kyrgyzstan. C'est un des voyages que j'aimerais faire d'ailleurs. Et puis, mon expérience n'a pas été satisfaisante. Donc, j'aime pas ce pays. De toute façon, ce pays est pas terrible. Moi, je te conseille pas d'y aller. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une conclusion hâtive. C'est-à-dire que on se base sur notre expérience pour juger quelque chose de beaucoup plus grand que la simple expérience qu'on en a fait. Et ça, j'ai l'impression qu'on le fait tout le temps. Et quand on est hypersensible notamment, on a ce besoin aussi d'être guidé, d'être coaché en permanence. Donc, on va aller récolter ces avis. Et finalement, on ne se fait pas notre propre avis. Et ensuite, on prend des décisions en fonction de ça. Et c'est là qu'on se limite énormément. Oui, et puis quand tu parles de cette expérience, dans les mots que tu as employés, tu dis on n'a pas eu des expériences positives. Alors moi, le positif et le négatif, j'essaie maintenant d'éviter ces mots et de remplacer par agréable ou désagréable. Et désagréable, oui, oui. Et d'ailleurs, en sophrologie, et c'est peut-être là qu'il y a une incompréhension qui effectivement est due aussi au fondateur, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de séances qui s'appellent sophro-présence du positif, par exemple, ou sophro-déplacement du négatif. Bon, ça, moi, j'ai tout de suite compris que j'allais pas utiliser ça parce que ça n'avait pas de sens pour moi. Parce qu'en fait, si tu dis ça c'est positif et ça c'est négatif, tu es dans une polarité, il est difficile de sortir autrement que d'une expérience jugeante qui met dans des cases. Hein. Alors qu'agréable, ça a été agréable pour moi, ça plus désagréable, on est plus nuancé. Donc, je crois qu'on peut ouvrir davantage. Et si on se dit que l'expérience est telle qu'elle est, si on se dit qu'elle est comme elle devrait être, ni plus ni moins, ni mieux ni moins bonne, je pense que là, on ouvre carrément. Et que peut-être, même dans nos expériences désagréables, que l'on dit négatives mais qui sont désagréables, on a quelque chose à apprendre de très profond sur nous. C'est plus du tout la même vision de son existence. Si on commence à ouvrir un peu en disant, bon, bah écoute, bien ou mal, positif, négatif, agréable ou désagréable, bienvenue, mais il peut tout se passer en fait. Tout est possible. Donc là, je pense qu'on s'enferme tout seul, quoi, aussi. Tu vois, là, ça dépend de nous, hein, les gars. Faut ouvrir, là, on ouvre, allez, hop, 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 hop. Et on essaye surtout, on essaye d'ouvrir et de voir. Là encore, hein, j'ai envie vraiment de dire à tes auditeurs, ne me croyez pas sur parole. Faites et voyez. Expérimentez. C'est ça qui fera foi pour vous. C'est pas ce que je vais vous dire, en fait. Ça déclenche peut-être des expériences et j'en serais honorée, mais... Et pour moi, c'est l'expérience, c'est la force de l'expérience qui change tout ça. Comme les croyances limitantes, si tu n'as pas fait d'expérience d'une croyance, alors moi je dis corollaire, c'est le mot que j'emploie, mais de remplacement, bah, tu peux pas bouger, quoi, ça ne marchera pas. Tout à fait, tout à fait. Alors justement, toi, qu'est-ce que tu retrouves le plus chez tes coachés en croyances limitantes? Est-ce qu'on peut faire une tendance générale de ta clientèle, de croyances que tu retrouves assez régulièrement? Alors, ce sera adapté à mon cabinet, hein, ce qui ne veut pas dire que c'est la généralité. Alors, moi, ce que j'ai souvent, ce sont des interdits, mais je pense aussi, je reçois beaucoup de personnes qui ont des passions contrariées, mais ça ne doit pas être par hasard. Le c'est pas possible, c'est trop tard. Ça, je l'ai beaucoup. Et surtout, alors tout ce qui va mettre en péril la sécurité ou la pseudo-sécurité que l'on croit avoir. Par exemple, chez les personnes qui veulent mener une activité d'entrepreneur et qui étaient dans des activités salariées. J'ai souvent ce switch qui peut être très compliqué justement parce qu'on dit mais je vais être en insécurité, quoi. Donc forcément, on n'y va pas quand c'est comme ça. Hein. Si on se dit qu'il y a ça, ouais, ce serait ça, ou ouais, le c'est pas possible. Et puis alors chez les femmes, je retrouve aussi beaucoup cette injonction, et qui est sans doute en partie avérée, hein, mais que tu vois, de femmes qui arrivent à 40, 45 ans, les enfants commencent à devenir un peu plus grands, et puis elles se penchent, elles se disent bon,
Là, en fait, j'aimerais bien changer de boulot, j'aimerais bien mener une autre vie. Et il y a tout le ouais, mais comment je peux pas faire passer mes enfants après moi. Je peux pas ne penser qu'à moi être égoïste. Alors ça, c'est très pareil parce que la lutte contre l'ego, c'est bien. Mais attention, quand on est dans un avion et qu'il y a des turbulences, on dit bien mettez le masque d'abord sur vous avant d'aider qui que ce soit. Tout à fait. Quand même, donc et c'est peut-être ça aussi, le développement personnel se développe, c'est très bien, mais ça crée aussi une forme de culpabilité parfois de mais merde, j'ai tous les outils et j'arrive pas à gérer cette situation, tu vois. Mmh. Donc je suis incapable. Il y a beaucoup ça comme croyance, je suis pas capable. Ça va me Oui, demander il y a des ça. années, ça va être Mmh. dur. Voilà, c'est un peu ça ce que j'entends en tout cas beaucoup en ce moment au quotidien. Oui. Oui, il y a aussi une forme de justement toujours dans cet ego, qu'on souhaite, supprimer, le fait de se dire: «Ah mais ça fait 20 ans que je fais de la méditation et je réagis toujours autant avec colère». Bah oui, parce qu'en fait tu es humain et que Oui. tes émotions ont besoin de passer tel un nuage et que tu ne peux pas les retirer et que parfois, oui, c'est sûr que certaines personnes vont en faire les pots cassés. L'idée, c'est de le reconnaître, de présenter des excuses, mais je pense pas qu'on puisse être, parfait et de décharger en permanence les autres de nos émotions, ce serait dans un monde idéal. Non, et puis bah, si tu fais de la méditation depuis 20 ans, dans ce cas, tu n'es pas censé ignorer qu'en méditation, nous sommes des éternels débutants. Humilité. Personne n'est meilleur parce Exactement. qu'il a fait 20 ans de méditation. Ça n'existe pas en méditation, ce concept. C'est éternel débutant. On n'est pas dans un jeu vidéo avec des niveaux. Donc ça, c'est vraiment pour ça, c'est important de revenir aussi aux sources de ce qu'on pratique pour pas faire d'amalgame, d'idées reçues, de confusion. Ça, c'est une Mmh. confusion de penser ça, par exemple, de dire j'ai fait 20 ans de méditation, je devrais gérer. Bon, bah, non, retourne sur le coussin, c'est vraiment ça la méditation. En fait, on est des éternels débutants. Mais et puis c'est bienvenu à notre imperfection. Et ça, je crois que c'est un peu comme le désagréable. C'est pas la vulnérabilité. Mmh. C'est tellement beau en fait. Mmh. Moi, j'adore voir des êtres qui plongent dans leur D'admettre, vulnérabilité. Ouah, mais c'est magnifique. oui, Ça crée une d'admettre. Mmh. ouverture. Ouais, voilà, d'admettre, de sentir, de oh là, si on était tous dans cet accueil de la vulnérabilité, ce serait merveilleux, je crois. Il y aurait moins de Et ce conflits. et ce qui est beau, c'est d'admettre devant l'autre aussi, hein, ce qui peut Mm. parfois faire peur, hein. Ouais. Je sais que j'ai eu, une remarque la semaine dernière par rapport à ça, où j'admettais une part, très vulnérable de moi et j'ai reçu le commentaire: «Ah ça y est, la psychanalyse». Et oui, j'ai l'impression que ça fait un peu peur aussi, le fait Ouais, aux autres de tu as s'autoriser cette raison. vulnérabilité. Ça, et alors autre chose, puisque toi tu me confies des retours que tu as, il y a une autre énergie qui n'a pas bonne presse et pourtant tout le monde pratique sans vouloir pratiquer pour, c'est la joie. C'est Mmh. difficile de manifester la joie dans le monde actuel. Vraiment, moi j'ai eu des réflexions auxquelles je m'attendais pas du tout. En gros, on me disait, mais vous trouvez pas c'est un peu mal placé de faire vibrer la joie alors que c'est la guerre en Ukraine? Non, mais évidemment que je ne me désintéresse pas du conflit, mais je me dis que moi, mon travail, c'est de vibrer cette énergie-là aussi pour la diffuser autour de moi et que de toute façon, c'est mon Bien essence. sûr. Donc, mais ça n'a pas bonne presse. Donc, il y a beaucoup encore de renversements à faire sur, voilà, sur vibrer la joie, ça paraît, on se dit, bah là, pas de problème. Puis de toute façon, elle est un peu, en plus, j'arrive en pin-up. Alors bon, je donne le bâton, tu vois, elle se dit, elle est un peu nunuche, tu vois, Ouais. mais les êtres qui vibrent vraiment la joie sont d'ailleurs souvent des gens qui ont traversé des zones d'ombre très profondes. Bien sûr, bien Donc, sûr. tu vois, il y a quand même du chemin. Si la vulnérabilité et la joie ne font pas bonne presse, il va peut-être falloir qu'on se remonte les manches là. Et oui, non, c'est une vibration. C'est vrai que c'est C'est une ça. grande croyance limitante de se dire: «Bah, comment je peux faire la fête alors que je suis endeuillée?» Comment on peut être, dans la joie, je sais pas moi, au Maroc alors que enfin, faire la fête au Maroc alors qu'il y a eu le tremblement de terre il y a 2 jours, et alors moi j'aime beaucoup j'ai interviewé, quelqu'un juste avant toi d'ailleurs, je publie bientôt l'épisode, d'une médium, donc qui communique avec, le monde de l'invisible, notamment nos chers défunts, mais également, les anges, tous les êtres de lumière, voilà, qui sont, qui ne sont pas dans cette matérialité et j'aime beaucoup ce qu'elle dit. Elle dit, mais dans un de ses livres qu'en fait, justement, au plus les humains ressentent de la joie et notamment proches des zones de conflit et des zones, d'horreur et ben, au plus les anges sont capables d'aider. Parce qu'en fait, c'est une vibration
Et au plus on s'enfonce dans la misère, dans le mal-être et dans la peur, et au moins ils peuvent nous aider. Ils vont quand même nous aider, mais ce sera différent. Alors que quand on rayonne, au plus il y a d'humains qui rayonnent la joie, et au plus ils sont en capacité de capter des vibrations pour nous aider. Alors, on y croit ou pas. Voilà. C'est de l'ordre de nos croyances après et de nos sensibilités personnelles. Mais si on pouvait le transposer à l'humain, je trouve que c'est très vrai. C'est-à-dire, on s'entraide aussi dans la joie, nous, entre êtres humains. Ouais, évidemment. Enfin, je pense que même sans... Alors après, voilà, chacun effectivement ses croyances, ses vibrations, mais posez-vous la question, est-ce que vous avez plus envie d'être avec des gens qui vibrent la joie ou des gens qui vibrent tout le temps le ça va pas, le monde va mal? Je crois que c'est vite fait. Enfin, l'expérience de chacun a pu la faire de cette expérience que la joie est plus attractive quand même. Enfin, que on a plus tendance à voir quelqu'un qui vibre la joie ou à le remarquer. Parce qu'on vibre, c'est comme un instrument, quoi. Donc, si on vibre une énergie comme ça, bah, elle se diffuse et puis bah, elle se diffuse autour de soi. Donc, je pense que c'est ça l'histoire de la vibration, en fait. Elle peut être comprise dans une vie incarnée, vraiment très terre à terre, en fait. Et effectivement, ce genre de retour m'a estomaqué au départ. J'ai vraiment pas su quoi répondre parce que j'étais un peu déstabilisée. Et puis, ça m'a inspiré un article, c'est très bien, parce que la création, ça permet aussi de transformer tout ça, où je réponds à ce monsieur, justement, de manière un peu humoristique, quoi, pourquoi la joie? Pourquoi la joie, en fait, et en quoi c'est peut-être même plus difficile de vibrer cette énergie en ce moment et qu'on en a terriblement besoin. Terriblement besoin. Donc, bien sûr. Mais accueillons-la, par contre, parce que si on veut ça, mais qu'en même temps, on n'a pas envie de l'accueillir, il y a un petit souci quand même. Exactement. Oui, bon, après, c'est nos propres peurs et insécurités qui font surface, nos propres jugements, et qui nous empêchent effectivement d'accueillir cette joie. Gaëlle, on arrive à la fin de ce podcast. Alors, j'adore... Oui, ça passe très vite. Donc, je pose toujours une question en fin de podcast. Tu l'interprètes comme tu veux. Il n'y a pas de définition attribuée à ce terme. Penses-tu que nous sommes des êtres illimités? Oui, je pense que nous sommes des êtres illimités. Et que nos propres limites, ce sont celles que l'on se fixe nous-mêmes. Donc voilà, à la fois, oui, c'est là, et en même temps, on ferme les portes, alors ça veut dire aussi que c'est nous qui pouvons les ouvrir, ce qui est une excellente nouvelle. Génial. Eh bien, Gaëlle Piton, merci infiniment pour cette interview, vraiment. Et ça remet du baume au cœur, tu vois, dans ces conflits effectivement mondiaux auxquels on fait face en ce moment. Ça fait vraiment du bien de pouvoir publier ce type d'épisode plein d'énergie agréable. Merci à toi. Et voilà, tu as vu ça, je dois te transformer. Maintenant, tu vas penser à moi à chaque fois que tu vas dire positif. Non, mais merci. Et merci de ce beau travail, parce que les podcasts, c'est du travail, ça prend du temps. Et donc, merci de mettre rendre ça possible, parce que c'est chouette aussi. On a vraiment cette chance d'avoir accès à un tas de contenus inspirants, et merci à ceux qui les rendent possibles. Donc, merci Anaïs, à toi. Merci beaucoup Gaëlle. Je te souhaite une excellente journée. À toi aussi. Après avoir écouté cet épisode, peut-être que comme moi, vous remettez certaines choses en question. N'hésitez pas à laisser des commentaires à ce sujet sur les réseaux ou directement sur votre plateforme d'écoute. Croire c'est voir pour aujourd'hui, c'est fini. Abonnez-vous pour retrouver le prochain épisode. À bientôt!